Et donc c'est parti, troisième échange autour de la thématique du cycle Voyage dans le temps. Cette fois-ci on attaque le futur, donc on va parler du futur, du roman d'anticipation, du futur proche, on va voir un petit peu de quoi il retourne. Et pour l'occasion, on a Tania K. Roxborough, on a aussi, on était censé avoir Muraro mais on verra s'il arrive, Marin Ledin et Jean-Hugo Pell. Je vais demander comme d'habitude un petit tour de table, tout le monde se présente un petit peu vis-à-vis de son travail et de qui vous êtes dans la vie. Bonjour, je suis Marin Ledin, j'écris essentiellement du roman noir, parfois matinée de science-fiction, et je suis publié ici au Vent des Îles. I'm Tania Roxborough. I'm a Māori and European writer, teacher, student from New Zealand, and at the moment my focus is on Māori knowledge and Māori stories, and I'm very delighted to be here. Bien, là, je suis Jean-Hugo Pell, je suis scaphandrier soudeur. C'est un truc entre nous. Roman policier, comme mon ami Marin, roman noir, tourné maintenant sur l'économie et la géostratégie, mais j'ai commencé en écriture par la science-fiction, parce que j'aimais ça. D'accord. Écoutez, on va faire un petit tour justement des œuvres concernées par la thématique qu'on va aborder maintenant. Donc je vais demander à Marin de présenter Projet Akana. Ensuite, tu vas parler un peu de Carton Blême, du coup Jean-Hugo Pell, et du coup Tania va nous parler un petit peu de Charlie Tangaroa. Après, on aura contextualisé ça, on partira sur la suite. Est-ce que tu peux commencer, Marin, s'il te plaît? Akana est un roman qui aborde la thématique de la colonisation. On est dans un futur proche, un peu apocalyptique, 2175. Tout ce qui était à coloniser a été colonisé, la planète est exsangue, les océans sont vides, on n'a plus assez d'argent pour partir à la conquête de l'espace. Mais il reste encore un point à coloniser et il s'y emploie, le passé. Et donc c'est l'histoire d'une expérience scientifique qui consiste à recoloniser ce qui a déjà été colonisé juste avant la colonisation. Donc, Carton Blême. Juste un point historique, c'est une idée des éditions Rivage pour les romans et Casterman pour le côté bande dessinée. Apparier un dessinateur avec un auteur et adapter un livre du catalogue Rivage. C'est tombé donc, pour ma deuxième expérience sur le roman de Pierre Signac qui s'appelle Carton Blême, donc est un roman à l'époque de science-fiction, mais bon, qui a été publié après. Pierre imagine que dans le futur, le monde est de plus en plus dans l'insécurité, la violence grandit, la sécurité des gens a un coût, donc on décide que chacun passe une visite médicale et sous un certain seuil, comment dire, de bonne santé, la police ne vous défendra pas. Au-dessus de ce seuil, la police viendra à votre secours. Way. Theme. Okay, so Charlie Tangaroa and the Creature from the Sea is what happens when mythology, the things of the earth and the sea come and clash with the people who are wreaking havoc on the world. It's like humans have this control, and in the story, the gods and their offspring fight back. Voilà, du coup, on a contextualisé un petit peu les œuvres qui vont nous intéresser à présent. Et on voit le point commun de ce futur un peu proche qui, au final, sert de, j'ai envie de dire, bon, on me corrigera si je me trompe, le futur sert un petit peu de prétexte pour montrer les conséquences des dérives humaines et au final sensibilise un petit peu sur les risques qu'on court si on continue à agir de la sorte. Donc dans deux cas, on a l'écologie et dans ton cas, tu as aussi un peu le système médical. Du coup, est-ce que ça coulait de source d'utiliser le futur pour montrer les conséquences des dérives humaines d'aujourd'hui ? Ouais, donc dans ce roman, donc c'est une expérience qui est menée en 1593 aux îles Marquises avant le premier contact. Et la question qu'il y avait derrière, en fait, c'est suite à une discussion avec ma fille.
qui m'explique assez paniquée. Elle fait partie de cette génération là, qui a une vingtaine d'années, qui sont pas résignés, mais vraiment très très angoissés à l'idée des perspectives écologiques, des catastrophes écologiques qui se dessinent et du monde qu'on leur a laissé. Et donc la question qui s'est posée, c'est si cette génération-là, qui est celle qui potentiellement va changer les choses ou décider de les laisser se détériorer et paniquer et ne fait rien, moi je trouve ça extrêmement angoissant. Et donc derrière, ce que j'ai essayé de traiter dans ce roman, c'est la question, et si nous avions la possibilité, parce qu'on a tous les jours la possibilité d'arrêter le massacre, si nous avions cette possibilité-là, est-ce que nous ferions les mêmes erreurs ou pas? C'est-à-dire si nous avions la liberté de faire des choix qui ne soient plus des choix dictés par la raison économique, qui ne sont plus des choix dictés par la domination des hommes, est-ce qu'on pourrait quand même, est-ce qu'on ferait des choix différents et est-ce qu'éventuellement on pourrait résoudre un certain nombre de problèmes assez facilement? Sur ta question, il y a un côté étrange, je dirais, dans le passé, où moi, quand je lisais la science-fiction, quand j'étais ado et jeune adulte, effectivement, le futur était un prétexte à extrapoler, à se demander ce qui allait arriver. Sauf que quasiment tout est arrivé. Alors que maintenant, faire de la science-fiction, à part la science-fiction, où j'aimerais bien y revenir, forcément, c'est l'écologie qui me parle. Le space opéra, bon, ça c'est du spectacle, mais sur les grandes villes, les grands blocs, comment dire, économiques, tout ça était prévu et arrivé. Carton blême de Pierre Signac, c'est un roman, une dystopie écrite en 1985, qui décrit la France de 2005 et qui est publié en album en 2013. Donc, on se retrouve. Et en même temps, on se rend compte qu'en fait, c'est presque plus de la science-fiction, à part une certaine technologie. Pierre lui, avait prévu que les TGV, les trains à grande vitesse, traversaient la capitale. J'ai dit à Boris, le dessinateur, tu as vu en 2013, les TGV, par contre, on va dessiner des tramways, un peu futuristes, parce qu'on a remis le tram au goût du jour. C'est des choses comme ça. Et pour ceux qui étaient là tout à l'heure, mais j'en fais le clin d'œil sur la logique, donc ces fameux cartons, pour être, défendu ou pas défendu, c'est la porte ouverte forcément à un trafic de carton. Et sans divulgacher le livre, si pour être défendu, il faut avoir le bon carton, si vous n'avez pas le bon, il va y avoir une mafia, un trafic, et c'était une logique. Et j'ai envie de dire, mais ça, on le voit même maintenant, j'ai envie de dire, sur certaines choses, de trafic, de cartes de sécurité sociale, de médicaments, et sur la santé, par contre, où il disait que on aurait des problèmes pour se soigner, qu'à la limite, les riches auraient peut-être plus de facilité que les pauvres. Au niveau du monde, c'est pas faux, mais même chez nous, ça commence à devenir un problème. I'm a Star Trek fan, so I feel like we are living in the future because right now I've got Google Translate here and it's only a little bit right. Jan is much, much better. But I want to tell you a little interesting story that you may not know about Charlie Tangaroa and the writing of it. So not that I am matakiti, which is like a seer or a prophet, but I think as writers, when we write thinking about the future, we think about what would happen if we don't do something or we continue to behave in a way that we're behaving now. What might our future be, which is, as you said, the children are concerned about. So in Charlie Tangaroa and The Creature from the Sea, I was thinking about forestry. My father, for a short time, was a wood chopper. He worked in the forestry. But I know that in New Zealand, we got rid of all the native bush and we planted pine trees because it earns money. But then when you chop the pine trees down, there's all the rubbish, and then we have storms, and it flows into the rivers and into the seas. And in my story, when I was thinking about it, I was thinking, this could be a warning, this could be what would happen. And I wrote it, and then it happened. Last year, Philip, Cyclone Gabrielle came and did exactly what I wrote in my book with worse consequences than I thought.
And in the second book, I imagine what would happen if you disenfranchise people, if you stir up the politics, like the gods might. If there is a god called Fiddle, who's a bit of a, excuse language, I was going to say excuse French, shit stirrer. He stirs things up. He brings out the worst in people, and there's a protest, and it's really dangerous, and it's really awful. And then I wrote that scene, and my husband can attest to that. And then we had a occupation on our Parliament grounds not long after the President Trump lost the first time. And I think that is the nature of being a writer. You look into the past and see what has happened before, and you can see the trajectory that we're on. And even though we write for story, we hope that the story carries a warning or some guidance. Bon, entre-temps, Muraro est arrivé. je vais te poser les mêmes questions pour te recontextualiser, te remettre dans la course. En gros, je te demande de te présenter brièvement, de nous parler de ce que traite Méridien Zéro, et ensuite de l'utilisation d'un futur proche pour extrapoler un petit peu les conséquences des dérives humaines. Okay, donc voilà, quand tu veux. Ok, mais merci. Tu as 4 heures. Je suis arrivé un peu à la bourre, mais ok, ça va. Oui, moi par rapport à ce que j'ai écrit, donc bon, par rapport au thème auquel on discute aujourd'hui, c'est plus Méridien Zéro qui fait beaucoup, qui parle beaucoup de dystopie slash science-fiction. Moi, je me considère plus comme de la dystopie parce que la science-fiction, elle est beaucoup plus projetée dans le temps. Et c'est vrai que pour moi, c'était un peu facile, je me sentais plus à l'aise dans la dystopie parce que je suis assez pessimiste sur la nature humaine, sur le genre humain et où est-ce qu'on va collectivement. Donc c'est vrai que la dystopie, ça se prête bien à ça parce qu'il faut juste... T'as un bro juste avant, gros pessimiste, il a fait pendant son truc sur le polar, donc vous êtes ensemble. Ok, bah, je vais pas répéter, mais c'est vrai que moi, c'est plein de trucs qui m'énervent et Méridien Zéro, ça parle de cette omniprésence des écrans, des réseaux sociaux, de l'espèce d'abrutissement, l'avilissement planétaire... avec tout ce fondement qui est le voyage, en fait. Le voyage où on a des gens de plus en plus ignorants qui piétinent partout où ils vont et qui portent des jugements de valeur. Enfin, et tout ça, c'est des choses qui me trottent en tête. Et puis je me dis, non, mais on fait un roman, et puis comme ça, j'en parle plus. Et c'est vrai que pour moi, ça me permet juste de pousser les curseurs. Mais et a posteriori, en fait, on se dit, mais en fait, je suis pas allé assez loin, quoi. On pense qu'on a été dur, mais en fait, qu'on voit à quel point ça va vite. Et c'est vrai que c'est des propos qui reviennent assez souvent, c'est le fait à quel point la fiction est rattrapée par le réel, et on se dit... moi, en sortant Méridien Zéro en 2020, je me dis, waouh, ok, je pensais être allé loin, et c'est vrai que, a posteriori, entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu tout un tas d'événements, et je me dis, non, mais en fait, j'écrirais pas du tout la même chose actuellement, il faut dépasser ça, mais tellement, je veux dire... mais même si on regarde juste, pour l'anecdote, 1984 de George Orwell, qui est considéré comme un roman de science-fiction, j'ai envie de dire, bah maintenant, c'est à peine si c'est de l'anticipation. Et je sais pas, il me semble même qu'il y a une promotion à l'ENA qui s'est appelée la promotion George Orwell. Enfin, je veux dire, c'est intégré, quoi. C'est intégré et il n'y a pas de... Enfin bon, ça pour dire que... ça, c'était pour Méridien Zéro. Et c'est vrai que pour Maëva Nulle Part, qui est plus un roman social, j'aime intégrer toujours des éléments de dystopie. Ça permet un peu de sortir un peu du champ classique et d'intégrer... voilà, de prendre des sujets et puis de voir où est-ce qu'on peut les pousser au bout. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais, merci Muraro. Moi, j'aimerais revenir sur l'intervention de Tania et Marin. Dans la tradition polynésienne, il y a un peu l'idée que le futur n'existe pas vraiment et qu'il y a vraiment un regard tourné vers le passé. Et j'aimerais savoir si ça a été pris en compte dans ton œuvre Marin avec Hakana. Et Tania l'a dit auparavant, mais j'aimerais qu'elle avance un petit peu plus sur ce sujet. Je vais laisser la parole à Tania parce que moi je l'ignorais complètement. Et voilà. Lâche. Ça va pas, Jean-Louis. I think that, I mean, I pick up what you say about George Orwell. I was thinking of Margaret Atwood in The Handmaid's Tale, and as a woman, that is so chilling. I mean,
I don't know if I'm going to answer your question very well about the past, but I know one of the reasons that I wrote when I first started was to make things better, so take the memories and the stories of my childhood and write them with a happy ending. So I'll briefly give you an example. When I was a child, I had a dog called Hawkeye, and I came home from school one day and my mother said, "Have you fed the dog?" And I went, "Yeah." And she said, "Are you sure?" And I went, "Yeah." She said, "Are you sure you fed the dog?" And I'm like, "Duh, yeah." And she said, "Well, that's interesting because we gave him away 3 days ago." And I was like, "What?" Probably the best thing for the dog because I wasn't very good at remembering to feed the dog. We were on a farm, and I learned that she gave the dog to a pig farmer. But for a good time afterwards, as a young girl, I imagined getting my dog back and getting revenge at my stepfather who took my dog away, and that actually became the plot line of one of my books, which had a much happier ending than me and my poor dog. Although in saying that, the dog probably had a better life not being with me. One of the things that I wanted to mention in terms of past and present, and it's not about my book, but it's by a wonderful writer, Steph Mataku. It's a book called Migration, and it's a dystopian set in the future, but it's taking traditional past Māori culture to another planet because everybody's wrecked Earth, so they've taken everything that they can to the new planet. And so the question is, what do we take that's useful from our past knowledge, and how do we learn new knowledge to pass on for our generations that come after? So again, I think it's always that circular looking, back, forward, back, forward. I don't know if I've answered your question. Je vais quand même retirer Marin dans ma direction par rapport à cette question. Je vais dire que c'est un happy accident au final, hein, parce que comme tu le dis, tu n'avais aucun contrôle sur cette notion-là. Mais du coup, pourquoi avoir choisi ce retour dans le passé? Tu nous le disais tout à l'heure, après avoir tout pourri sur la planète, ça semblait être une solution viable. Alors là, c'était plus un... Alors peut-être pas un fantasme, mais... Quand tu n'as plus accès à une information, quand tu n'as plus accès à une culture, quand tu... Mais même dans un passé ultra récent, il y a des moments de ta vie que tu as oubliés où il s'est passé des choses juste avant ta naissance que tu n'as pas connues. Et j'adore. Enfin, moi, c'était un rêve de gosse. Et que la science-fiction, moi, je suis un gros lecteur de SF. J'ai commencé en étant lecteur de SF. Et j'ai vraiment cru jusqu'à la fin de mon adolescence qu'un jour on allait inventer la téléportation et le voyage dans le temps. J'y croyais vraiment. Je pensais pas une seconde qu'on allait inventer des bidules, qu'on allait faire défiler, faire des likes et des machins. Je pensais qu'on allait investir à fond dans la téléportation et dans le voyage dans le temps. Ça me paraissait essentiel. On est bien d'accord. Alors je sais pas si c'est réalisable scientifiquement ou pas parce que j'y comprends rien, mais et donc l'idée c'était de retourner là en l'occurrence. Comme je m'interroge, je questionne beaucoup l'histoire de la colonisation, en particulier l'histoire de la colonisation des Marquises. Et c'est hyper frustrant de ne pas avoir d'informations, de n'avoir que des informations du point de vue du colon, du point de vue de gens qui se voulaient sociologues avant que la sociologie ait été inventée, donc qui ont un regard qui est complètement biaisé avec des bases scientifiques enfin, des sciences qui sont en train d'être fabriquées, en train d'être imaginées, et qui donc sont à ce moment-là complètement mal fichues. Donc on passe à côté d'un paquet d'informations qu'on a perdu à jamais. Dans un roman, j'ai les pleins pouvoirs, je peux me payer la téléportation et le voyage dans le temps, et donc on va en 1593, juste avant que Mendania et ses sbires débarquent et tirent dans le tas, et donc on a accès, enfin j'imagine qu'on a accès à un certain nombre de choses. Juste faire une remarque où il y a eu, encore une fois, il y a eu un concours en fait d'histoire pour ce salon du livre, et ça a été un fantasme de beaucoup d'enfants, ce concept de voyage dans le temps pour essayer de changer les choses et revenir avant pour prévenir tout le monde. Donc je pense qu'il y a un certain optimisme de leur part de se dire si on avait l'info, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose.
Ouais, on pourrait marcher sur le papillon et ça pourrait foutre encore plus la merde. Oui, puis derrière, c'est l'idée de l'apprentissage de la frustration de toute façon, parce que c'est aussi ça qui est en question. C'est un roman à Hakana qui est à destination de la jeunesse au départ. Il va falloir apprendre, les gars, à être frustrés. C'est comme ça en permanence. Vous allez faire des tas d'erreurs. Vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Certaines de ces erreurs seront irrémédiables. Donc réfléchissez bien maintenant aux erreurs futures. C'est ça. Et pareil, pour repartir sur Muraro, du coup, dans ton œuvre, dans Méridien Zéro précisément, j'ai pas encore lu Maëva nulle part, donc je ne peux pas en parler. Je vais pas essayer de me projeter dans une version alternative de ton œuvre en faisant des erreurs. Du coup, ça finit, au final, la société et les personnages sont tellement stupides, on va rester sur cette thématique, que le monde finit par régresser complètement. Et encore une fois, avec ce happy accident du passé et du sens du passé dans la culture polynésienne, pourquoi est-ce que pour toi c'était de toute manière la seule finalité logique à Méridien Zéro, cette histoire de société qui s'écroule et qui implose et qui finit par régresser complètement? Non, mais c'est cathartique. Hein. Ouais. L'effondrement de la société, j'y pense, je sais pas, 10 fois par jour. Donc moi, c'est vrai qu'ado, c'est des choses qui m'obsédaient. Jeune adulte, c'est des choses et ça me bouffait. Donc je me suis dit, bon, je vais le raconter. Moi, ça m'a fait du bien d'en parler. Et maintenant, j'en parle plus. J'emmerde plus mes amis, ma famille, à leur dire tous les jours, en mode prepper, commencer à faire des réserves. C'est vrai que tu as l'air plus heureux depuis que tu as écrit Méridien Zéro. Voilà, c'est tout. J'ai passé ce stade-là. Maintenant, il y a un côté un peu lâcher prise. Donc j'ai raconté ça. Et c'est vrai que Méridien Zéro, dans la fin, bon, ça s'accélère beaucoup. Et il y a une espèce de... où j'ouvre des scènes, des chapitres. À chaque fois, tout s'effondre de plus en plus. Et à la fin, on a l'impression que toute la scène prend feu, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Tout s'effondre de plus en plus rapidement, et il y a un côté complètement régressif avec, bon, c'est pas du spoil, mais oui, du cannibalisme, avec un espèce de retour à l'état de nature, mais qui est bref en fait, qui est juste pour retrouver un nouvel équilibre. Hein. Ça, c'est un peu de la physique. Mais après, je voulais juste revenir sur ce qu'avait dit Marin par rapport aux rêves, oui, qu'on a eu les rêves de colonisation spatiale, tout ça, de téléportation. Oui, non, mais ça, bien sûr, hein, tout lecteur de SF, il rêve de ça. Hein. On est bien d'accord. Je suis un grand lecteur de SF aussi, donc je vois ce qu'il raconte dedans. Non, c'était juste pour conseiller, il y a des travaux d'un directeur de recherche au CNRS qui s'appelle Roland Lehuc, Lehuck, qui prend ces thématiques, en fait, et il explique avec de la physique qu'on connaît actuellement, et ils disent, voilà, pour un sabre laser, qu'est-ce qu'il faut comme énergie etc. Et puis juste le voyage spatial, c'est pareil, il dit avec ce vaisseau-là, qu'est-ce qu'il faut comme énergie pour aller sur les étoiles les plus proches, hein, par exemple Sagittarius A, c'est un peu moins de 3 millions d'années-lumière. Qu'est-ce qu'il faudrait en termes d'énergie pour y arriver? Et il explique tout ça très très bien, donc si jamais ça vous intéresse. Et bon, c'est vrai que c'est mal barré, quoi. Hein, on ira difficilement au-delà de Mars. Et voilà. Du coup, on a parlé vaguement des réseaux sociaux. J'ai envie de vous dire, par rapport à l'état de notre société actuelle, quelle serait la dérive humaine ou la technologie qu'on utilise aujourd'hui qui vous ferait le plus peur dans un futur proche, plus ou moins proche? Ah ah. Le SUV. Le SUV? Le SUV. Le SUV. Oui. Pourquoi quand même? Non, développe, je m'en doute, hein, mais vas-y, développe quand même. Ouais, non, mais c'était une petite boutade. Non, mais c'est marrant qu'on fait croire qu'on est en train de... Mais ça, c'est pareil, c'est une espèce de mensonge du quotidien, c'est faire croire aux consommateurs. Donc il y a des publicitaires qui font croire aux consommateurs qu'acheter un tank de 2 tonnes, ça émet 0 g au 100 km. Et ça ça fait partie de la transition écologique. Enfin, il y a des budgets pour ça. Et, non, je ne vais pas parler de l'IA, on s'en fout. Ces trucs-là, on en parle déjà assez. Et puis, c'est des conneries. Mais voilà, le SUV. Si on peut s'en débarrasser, déjà, ce serait bien. On est bien d'accord. Et ça fait plein de morts, donc c'est vachement dangereux. Je pensais Beam Me Up Scotty. Juste un petit point de détail pour qui a fait Paris, Papété et va rentrer chez lui 20 heures en classe éco. La téléportation, vite, je vous en prie, vite. Sinon, dans le danger, le danger, c'est tout bête. Alors, que le SUV va aller dedans. C'est un petit écran, grand ou pas, qui cause, dans lequel quelqu'un vous assure que le paracétamol provoque l'autisme.
comment dire, boire de l'eau de Javel vous guérira de la Covid, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça, c'est pas tellement la technologie, c'est les gens qui vont s'en servir. Pardon, les gens qui vont s'en servir pour, au bout d'un moment, on va avoir du mal à discerner le vrai du faux. Et je pensais surtout en écologie. Et je voulais citer l'auteur qui m'a lancé dans l'écriture, c'était John Brunner, avec en fait deux livres majeurs, entre autres Tous à Zanzibar, Stand on Zanzibar, et Le troupeau aveugle, The Sheep Look Up, il a tout prévu. Et là aussi, pareil, en technologie, en écologie, l'ouverture de The Sheep Look Up, Le troupeau aveugle, c'est un écriteau. On est au bord de mer. Merci de contribuer à maintenir la jetée propre. Jetez vos détritus dans l'eau. I love technology because I love knowledge. But part of the responsibility of having technology is knowing the cost to others, basically. And it's handy having children because they remind you that if you do use AI, there's a place not in our backyard that is using resources. And I think also as an older person, I appreciate having young people reminding me of where my clothes come from, the cost, the human cost, and the cost on the world. So it is about making choices. And I think we learned, like you were saying, we learned during the time in COVID that you can actually still connect with people without using up power. And I would just like to say we've just bought an electric car, so so we're feeling very good about it. It's a hybrid because we live away, but I'm feeling much better about that. But. Moi, j'ai une réponse chiante. Ouais. Tu peux y aller. Ouais. Alors, c'est pas une technologie en particulier, mais c'est ce qu'on appelle en philosophie une technologie politique. C'est ce qu'on appelle le marketing, qui n'est pas juste une technique de vente, qui a une manière de penser le monde globalement et de nous penser dans le monde, et qui est dominante depuis 40-50 ans, qui est omniprésente, qui représente à peu près 30% du coût de n'importe quel produit manufacturé, qui coûte très très cher à la planète, mais qui est rarement chiffré en fait. C'est pas quelque chose auquel on pense spontanément, parce qu'on va penser effectivement au SUV, à des choses hyper concrètes. Et en fait, le marketing est quelque chose qui pourrit nos vies, qui nous pense du berceau jusqu'à la tombe, y compris d'ailleurs à ce moment-là, hein, parce que c'est des vrais marchés aussi. Et cette technique-là, cette technologie-là, c'est un espèce de non-dit, on n'en parle pas, alors que bon, vraiment, elle nous gère de A à Z. Je suis plutôt d'accord. Du coup, je vais pas tarder à passer la parole au public pour les questions, mais avant ça, j'aimerais vous demander déjà, en tout cas à Jean-Hugues et Marin, est-ce que ça vous dit, vous voyez réécrire de l'anticipation, de la dystopie ou un roman futuriste déjà? Et dans le cas de Tania, est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit, parce que je vois que tu es fan de Star Trek et de Doctor Who, d'écrire de la science-fiction? Et Muraro, est-ce que tu continueras dans la dystopie ou tu te vois écrire encore plus loin dans le futur, peut-être de la science-fiction encore plus loin? Voilà, c'est ça ma petite question avant le public. Bah oui, mais si Dieu le permet. Non, mais la vraie science-fiction dure, ça, oui, peut-être un jour. C'est pas encore dans les projets. Après, faire un roman sur la même veine que Méridien Zéro, ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Et puis, voilà, moi, après, à partir de maintenant, c'est très prématuré de parler de tout ça. Mais c'est jamais que tu le jettes à la poubelle. Oui, mais non, mais je suis en train. Hein. Mais écrire de la vraie SF, après, là, en vraie SF, il y a des poids lourds, donc c'est sûr. La concurrence va être rude, quoi. Non, mais elle est déjà super rude, ouais. Donc s'intégrer dedans, ouais, c'est un exercice, quoi. Ok, pas de souci. Moi, mon rêve, c'est d'écrire une histoire d'amour qui se termine bien, ce qui serait d'une certaine manière de la SF. Ambiance. Merci Marin. Vas-y, à toi Jean-Hugues. Il y a un roman que j'ai transformé, j'ai pris mon dernier manuscrit de science-fiction refusé dans les années 80,
et je l'ai transposé en polar actuel, ça marchait très bien. Si je devais me relancer dans le genre, ce serait forcément soit l'écologie, soit faire un truc à l'ancienne, dans du space opéra, mais amener à la limite de l'anticipation dans le space opéra. On sait très bien qu'on ne va pas sur Coruscant et sur Tatooine, sur Tatooine. Là, il faut des siècles pour voyager. Même il n'y a pas longtemps, le film s'appelle Ad Astra. Le gars va sur Neptune ou Pluton quasiment en 3 semaines. On sait que c'est faux, mais allez, posons la convention qu'on va partout dans l'univers, snap, et utiliser ça comme j'utilise le polar pour raconter en fait de nos jours. Ce que les grands romans de science-fiction faisaient. Moi, j'ai le livre qui m'a fait basculer, il y a un avant et un après, c'est les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Et je me suis rendu compte, la vache, on peut écrire ça, et en lisant, ça parle de tout sauf de martiens, ça parle de nous. Mais par ce biais-là. Après, ça a été 1984 et le meilleur des mondes. Et là, je dis, oui, là. Mais à l'époque, ça marchait. Sauf le meilleur des mondes, les bébés éprouvettes, élever des gens comme des animaux pour les organes. À l'époque, on se dit, oh là là, quelle imagination. Eh bien, on y est. On y est, mais c'est pas ce que tu réfères. Alors, 84, alors, sur la novlangue, sur l'effacement de l'histoire, il a tout compris avant tout le monde, lui aussi. Donc, là, ce serait plutôt difficile. No, because I love science fiction and I'd rather enjoy other people who are much better at it. It's like we have a story or a saying in Māori that you don't learn how to do the thing you like the most so that you don't do the thing and therefore come to hate the thing. So I will just carry on writing what I'm writing now and I'll let the experts write the really good stuff. So, thank you. Je crois qu'il nous reste un petit peu de temps encore pour une dernière question. Ce sera juste pour le mot de la fin. Ça se ressent dans votre écriture et dans votre travail en général, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Qu'est-ce que vous espérez de demain? La moula. Non, mais le moins de souffrance possible, c'est tout. Le plus de plaisir et le moins de souffrance, comme tout le monde. J'aimerais qu'on applaudisse ça, s'il vous plaît. Tout simplement. Le plus d'amour possible. Ça aussi, on peut l'applaudir. Jean-Hugues. I'm just wanting Indigenous people to have mana muta haki, have sovereignty. That's what I'm wanting. Et enfin, Jean-Hugues. La pas de patrouille. J'aime bien les années impaires. J'espère que les vendanges ont été bonnes et que ce sera un bon millésime. Et surtout, n'oubliez pas, rassurez, je positive quand même de temps en temps. Dieu merci, la chair est joyeuse et nous n'avons pas lu tous les livres. On applaudit ça aussi. Et donc on va passer aux questions, au public qui va interagir avec les gens présents devant vous. Est-ce qu'il y a une remarque, une question, une petite intervention, peut-être même un témoignage, c'est possible aussi. C'est juste au niveau de l'écriture. Vous entendez? C'est juste au niveau de l'écriture. Est-ce que quand vous écrivez, vous planifiez tous les chapitres? Alors, vous écrivez dans ce chapitre, je vais mettre ça, 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 ça. Dans celui-là, il y aura ça, ça. Oui. Oui. Oui, surtout, le Hakana est donc une dystopie, il y avait des éléments de chronologie, il y a comme une enquête, donc il fallait que les choses soient assez carrées, et j'arrive pas à le formaliser comme ça uniquement mentalement, donc j'avais besoin de le préparer à l'avance et de calibrer les chapitres. Moi, ça va être complètement l'opposé. Moi, c'est non, et j'ai une écriture plutôt organique, et je prévois rien, et voilà, donc c'est très le bordel. Donc je passe beaucoup de temps à refaire des trucs tout le temps. Donc, oui, moi, mon livre, je le connais avant de l'écrire, je le connais par cœur quasiment à 99%. Des fois, il y a des surprises. C'est se débarrasser de la construction pour après se consacrer sur l'écriture, sur les mots, sur c'est ce que James Ellroy appelle la musique. Il dit, moi, je passe 1 an à faire le plan de mon livre, qui fait 180 pages. Ça fait un gros Amélie Nothomb, à peu de choses près. Et après, je sais, comme c'est structuré, j'ai fait des recherches, je peux me concentrer sur la musique des mots, sur le rythme qui va entraîner le lecteur.
Moi, je fonctionne comme ça. Et j'aime bien, en France, parfois, j'entends souvent, ah, bah, je peux pas, je pars comme ça, je me laisse entraîner. Alors là-dedans, il y a 1% d'auteurs qui font des chefs-d'œuvre absolus comme ça. Il y a 9% d'auteurs, c'est pas bon. Et il y a 90% de gros menteurs, parce qu'ils font ça comme ça, et ils reprennent, ils retravaillent, parce que finalement, il n'y a que ça de vrai. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique, il n'y a que des bons ou des mauvais livres à l'arrivée. I liken it to deciding to go on a family trip and having a plan and mapping out some of the key places you want to go see, but that when you get there, you find new things and you go and investigate something new. So oftentimes I do have a plan of where I want to end up and why, but my characters sometimes have different ideas to me and they rebel and go off and do something else. Est-ce qu'une dystopie, c'est toujours noir ou est-ce qu'il y a possibilité d'imaginer quelque chose qui soit heureux? Et est-ce que quand on imagine une dystopie qui est toujours noire, on ne conditionne pas non plus une évolution qui est toujours noire? C'est-à-dire que, est-ce que si on positivait de façon plus importante, on n'entraînerait pas quelque chose de positif? Est-ce que le positif n'entraîne pas le positif et l'inverse également? Les deux, mon capitaine. Je pense que le noir, précisément, contrairement à c'est contre-intuitif, c'est précisément une démarche optimiste qui consiste à énoncer une situation qui ne fonctionne pas avec l'idée que derrière, le fait d'y réfléchir, c'est déjà hyper constructif et qu'on va potentiellement trouver ensemble des solutions à ce problème-là. Je ne sais pas si ça répond. Sinon, si c'est pas une dystopie, c'est l'utopie au positif. Moi, commencez à me connaître, moi c'est loi de Murphy. Vous pensez que ça va mal, vous n'avez pas idée de ce qui va nous tomber sur le coin du rap demain. Ah, quelqu'un d'autre veut intervenir? Moi non plus. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Une autre intervention? Non? Je laisse un petit momentum. Bah écoutez, applaudissez bien fort s'il vous plaît tous nos intervenants. Merci pour cette intervention sur le futur. Donc merci à Marin Lodin, merci à Muraro, merci à Tania Roxborough, merci à Jean-Hugues Opel et merci à mon assistant qui était là aussi. C'était ma dernière table ronde. Je vais laisser la place à d'autres quand même. C'est quand même un peu la chance des autres. Donc je vous souhaite un bon salon du livre et vous continuerez à entendre ma voix qui résonne un petit peu partout.